En Chine, le streaming, ce n'est pas juste une mode, non, c'est une véritable pyramide. Une structure gigantesque, hyper compétitive, où des fortunes se construisent aussi vite qu'elles se détruisent. Alors on va plonger ensemble au cœur de ce système pour essayer de comprendre comment il fonctionne. Et cette pyramide, c'est elle qui va nous servir de guide. Elle est divisée en 3 étages, 3 mondes bien distincts, qui vont du sommet le plus extravagant jusqu'aux bas-fonds les plus sombres. Chaque niveau a ses propres codes, ses propres stars et bien sûr, ses propres victimes. Voilà le plan. On va descendre cette pyramide étage par étage. On commence tout en haut avec ce qu'on appelle les dieux. Ensuite, on plongera au niveau intermédiaire pour rencontrer l'armée des oubliés. Et on finira notre voyage tout en bas avec les fantômes des rues. C'est parti. Bienvenue au sommet de la pyramide. Ici, on n'est pas chez les petits joueurs. Les streamers ne sont plus des simples influenceurs, ce sont de véritables titans économiques capables de générer des chiffres qui donnent le tournier. Et tout en haut, il y avait une reine, une déesse du streaming, VIA. Elle n'a pas seulement vendu des produits, non, elle a transformé le live commerce en un véritable séisme économique, avec des dizaines de millions de personnes qui la regardaient en même temps. Alors, accrochez-vous bien. 1,1 milliard d'euros. C'est le montant des ventes qu'elle a pu générer pendant un seul événement de shopping en ligne. Un seul. C'est juste ahurissant. Et oui, le plus dingue dans tout ça, c'est que ce chiffre, elle l'a fait en une seule nuit. En l'espace de quelques heures à peine. Sa puissance de frappe commerciale était littéralement sans équivalent. Et qu'est-ce qu'elle pouvait bien vendre ? La réponse est simple. Absolument tout. Ça allait du rouge à lèvres aux voitures, en passant par des appartements entiers. Et même, une fois, un lancement de fusée à plus de 5 millions d'euros. Et oui, ça s'est vendu. Il y a cette anecdote qui est assez folle. Kim Kardashian est en live avec VIA pour vendre ses propres produits. Et là, VIA prend la parole et en quelques minutes, elle vend des dizaines de milliers de produits, éclipsant complètement la star américaine. Ça vous donne une idée du personnage. Mais VIA n'était pas toute seule au sommet. Il y avait un autre dieu, Simba. Sauf que lui, son approche était radicalement différente. Si VIA était l'artiste, la star absolue, Simba, lui, c'était l'industriel. Son but n'était pas d'être la star, mais de fabriquer les stars. Simba a eu une idée de génie, en quelque sorte. Il s'est dit « Pourquoi chercher le talent quand on peut le fabriquer en série ?» Il a donc créé ce qu'on appelle une usine à influenceurs. Il recrutait des jeunes, les formait à la chaîne, les optimisait. Pour lui, un streamer, c'était un produit. Mais voilà, même les dieux peuvent chuter. Et leur chute a été brutale. Xibala a été au cœur d'un énorme scandale, mais il s'en est sorti. Pourquoi ? Parce que les chiffres de vente étaient plus importants que la morale. VIA, par contre, a commis le seul péché impardonnable, la fraude fiscale. En une nuit, une amende record, et tous ses comptes, toutes ses vidéos, tout a été effacé. Disparu. Allez, on quitte le sommet pour descendre d'un étage. On arrive au niveau 2. C'est ici que se trouve l'immense majorité des streamers, une classe moyenne gigantesque, qui se retrouve coincée dans le système que des gens comme Simba ont mis en place. C'est la promesse, le rêve qu'on fait miroiter à des millions de jeunes qui veulent devenir la prochaine VIA. Une promesse qui, on va le voir, cache une réalité beaucoup plus sombre. Pour bien comprendre, il faut s'arrêter sur l'histoire de Yao. Il a signé avec une agence, il a travaillé sans relâche, tous les jours, 8 heures par jour, en suivant toutes les règles. Et à la fin du mois, il attendait son salaire avec impatience. 4 centimes, c'est tout ce qu'il a touché pour un mois de travail acharné. C'est moins que le prix de l'électricité qu'il a utilisé. Et pour couronner le tout, son agence l'a humilié en publiant des vidéos de lui pour se moquer. Bon, là, on se dit, logiquement, il n'a qu'à claquer la porte et partir, non ? C'est ce que n'importe qui ferait. Eh bien non, c'est impossible. C'est là que le piège se referme. Parce que pour partir, le contrat stipule qu'il doit payer des frais de résiliation de 25 000 €, une somme qu'il ne pourra jamais réunir. Il est pris au piège, légalement. Ces contrats sont conçus pour être des prisons. Et le cas de Yao, malheureusement, n'est pas isolé. Ces clauses abusives sont partout. Des horaires de dingue, pas de salaire fixe, il faut rembourser le matériel prêté, et même des interdictions de se couper les cheveux sans autorisation. Le streamer ne s'appartient plus, il devient la propriété de l'agence. On continue notre descente, on arrive maintenant tout en bas de la pyramide, au dernier niveau. Et là, l'ambiance change radicalement. Plus de studios, plus de contrats en béton, le streaming devient une question survie, dans la rue. La scène a de quoi surprendre. Des alignements de jeunes femmes, chacune avec son téléphone, son trépied et sa lumière, qui streament dans le froid, en pleine nuit. Ce n'est pas un choix artistique. Derrière ce phénomène étrange, il y a une raison purement algorithmique. La clé de ce mystère, elle tient en un mot, géolocalisation.
En gros, les algorithmes de certaines applis vont mettre en avant les streams qui sont physiquement proches d'utilisateurs riches. Du coup, être à côté d'un centre commercial de luxe devient plus rentable que d'être dans un studio tout équipé. Le trottoir devient un actif numérique. Et ça transforme littéralement la rue en champ de bataille. Chaque nuit, c'est la guerre pour le meilleur emplacement. Les vigiles chassent les streamers, qui reviennent se placer un peu plus loin. Les agences s'approprient des bouts de pont en réservant des créneaux. La police arrive, fait le ménage, et 5 minutes après son départ, tout le monde est de retour. C'est un jeu du chat et de la souris sans fin. Bon, on a vu les dieux au sommet, l'armée des exploités au milieu, et les fantômes des rues tout en bas. Mais au fond, qu'est-ce que tout ça nous raconte? Ce n'est pas seulement une histoire sur la Chine, c'est une histoire sur notre relation avec les algorithmes. Et la vraie question, c'est de savoir si ce système, cette pyramide impitoyable, est-ce que c'est juste une exception chinoise ou est-ce que c'est un avant-goût de ce qui nous attend partout dans le monde, quand des millions de créateurs sont en compétition et que c'est un algorithme qui décide des gagnants et des perdants, quelle place reste-t-il pour l'humain? La question est posée.